l'enregistrement a été démarré. Le sujet de la séance d'aujourd'hui, c'est la partie visualisation des données géo avec BigQuery et la plateforme Google. Je ne vais pas faire une présentation détaillée de BigQuery, mais on va se focaliser plus sur les fonctions géo dans BigQuery et comment on peut exploiter facilement depuis BigQuery les fonctions géo et faire une visualisation dans une carte ou partir de la carte, revenir dans BigQuery, traiter les données et réexposer sur une carte. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien. Donc, je vais rappeler quelques notions de base. Je vais expliquer un peu comment les données géo sont gérées dans BigQuery. Et la plupart de la séance d'aujourd'hui, ça va être la démo. Je vais vous montrer comment les outils fonctionnent, comment vous pouvez jongler entre les outils Google pour obtenir ce que vous voulez sur la partie géo. Donc, je m'appelle Razvan Koulea, je suis stratégique Cloud Engineer sur la partie Data et Analytics. Je suis basé à Paris. Et donc, je m'occupe parmi d'autres de la partie BigQuery et je connais aussi la sous-partie géo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter moi ou Céline ou vos contacts chez Google. Ils seront ravis de vous communiquer plus de détails. Et je pense que la présentation vous sera partagée après avec l'enregistrement de cette vidéo. Donc, un petit rappel, j'ai tous mes slides en anglais, mais je vais faire la présentation en français. Un petit rappel, ce que c'est BigQuery, c'est une base managée. Vous n'avez rien à mettre en place pour pouvoir l'utiliser. Ça suffit de se connecter via les API ou via la console Google Cloud et on peut démarrer. Il faut avoir accès à un projet et on peut démarrer à utiliser BigQuery. Cette base de données, elle est tabulaire, elle est basée sur un format de stockage en colonne, ce qui permet d'avoir la possibilité de gérer des bases de données de taille de pétabits et avoir une vitesse très très bonne là-dessus. Vu que c'est du cloud et c'est complètement managé, il n'y a quasiment pas de limite sur la taille des données qu'on stocke et sur le processing qu'on a besoin quand on travaille avec BigQuery. Tout ça est transparent. On fait que écrire du SQL et ça tourne dans les data centers sans qu'on a à gérer quelque chose. La partie géographique, des données géographiques, est supportée dans BigQuery et utilise les mêmes bibliothèques de géographie qui existent sur Google Earth ou Google Maps. En plus de ces bibliothèques-là, il y a un outil spécialisé, BigQuery GeoVis Tool. C'est un outil de visualisation très facile qui peut lire des données dans BigQuery et les représenter sur une carte et on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, un petit rappel sur les données géographiques. Ce qu'on va manipuler aujourd'hui sont essentiellement des points, des lignes entre ces points, des lignes qui se connectent et qui forment des polygones. On peut avoir des polygones multiples dans un set de polygones et on peut avoir des collections d'objets géo, des points, des lignes, des polygones. Tout ça, on peut le réunir dans des collections. Donc, je vais vous montrer quelques fonctions, donc c'est pas important de retenir maintenant tout, mais c'est très simple de construire un point avec une fonction stGeoPoint. À partir de la longitude et la latitude, on a des fonctions qui permettent de trouver quel est le point le plus proche entre deux objets de type géographie. Et on peut également avoir des opérateurs sur les éléments géographiques pour savoir si deux éléments de données géographiques s'intersectent, si l'un contient l'autre, et quelle est la distance entre deux éléments géographiques. Donc, quelle est la distance entre deux points ou entre deux polygones. Et on peut aussi lire
du texte qui décrit les données géographiques, qui peuvent être en format JSON souvent, et les transformer en données géographiques pour les manipuler facilement. Mais on va regarder comment ça marche, ça va être beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, ça c'est quasiment toute la théorie, je ne vais pas vous montrer plus la documentation et les fonctions. On va utiliser quelques fonctions de base et on va essayer de voir comment les exploiter de manière optimale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Donc, on peut prendre cet outil. Je vais envoyer aussi le lien sur le chat, comme ça va être facile pour tout le monde de l'ouvrir. Hop, je prends le lien. Voilà. Donc, cet outil, le BigQuery GeoWiz Tool, c'est une application qui peut accéder à des données BigQuery et peut les afficher de manière très simple sur une carte. Donc, si vous ouvrez cet outil, je vais l'ouvrir moi aussi. Voilà. Vous arrivez sur cette interface et vous vous connectez si vous n'êtes pas déjà connecté à la console Google. Moi, je dois sélectionner le compte. Et la première fois, je vais autoriser le type de visualisation à accéder à mes données BigQuery. Donc, pour utiliser cet outil, vous devrez avoir un projet dans la console Google Cloud sur lequel vous pouvez faire tourner une requête BigQuery. Donc, si vous ne connaissez pas, moi j'ai un projet, donc je vais utiliser le mien. Si vous ne connaissez pas quel est votre project ID, ça suffit d'ouvrir la console BigQuery. Je vais l'ouvrir ici, console. Et vous allez voir tout de suite quel est le projet par défaut sur lequel la console s'ouvre. Donc, soit vous le trouvez dans l'URL et il va s'afficher aussi après le Google Cloud Platform. Pour moi, c'est le projet AZ-Big Data pour tester si j'ai accès à BigQuery ici. J'aurai le résultat. Donc, c'est un projet dans lequel je peux faire tourner une requête BigQuery. Donc, on revient dans le BigQuery GeoWiz Tool. Et la première requête qu'on peut faire, c'est afficher un point sur la tour Eiffel. Donc, pour trouver quelles sont les coordonnées de la tour Eiffel, le plus simple, c'est d'utiliser un outil comme Maps. On va chercher la tour Eiffel. Et dans la barre d'adresse, vous avez les coordonnées. La première, c'est la latitude, 48,8, et la longitude, 2,2. C'est ces coordonnées-là qu'on va utiliser. Donc, la requête la plus simple pour voir la tour Eiffel, je vais vous la montrer ici. Hop. Il faut dézoomer vu que j'ai un seul point, il va être un peu gros. Mais avec cette requête, je mets un point là où est la tour Eiffel. Donc, je peux voir ça facilement. J'ai bien les coordonnées qu'il faut. Donc, je peux vous donner aussi sur le chat cette requête pour ceux qui veulent tester. Donc, ce que j'ai fait dans cette requête, c'est très simple. J'ai dit avec une longitude et une latitude, je vais définir un point. Et j'ai mis aussi à côté un label pour dire ça c'est la tour Eiffel. Donc si je vais sur la carte et je clique sur le point, je vois que effectivement ce point a été créé parce que j'ai ces données-là. Il a le label tour Eiffel et l'élément géographique et un point aux coordonnées de la tour Eiffel. Donc, question avant que je continue, est-ce que
Pour ceux qui veulent essayer, ça marche pour vous. Vous pouvez accéder à l'outil BigQuery GeoWiz et faire tourner cette requête. Bon, je vais supposer que ça fonctionne. Donc, je vais continuer. Donc, ce qu'on peut faire facilement, c'est si on veut afficher 2 points, très bien, David n'a pas accès, mais après la conférence, vous aurez les slides et toutes les requêtes seront aussi dans les slides si vous voulez les copier et les tester. Donc, ça suffit d'avoir accès à un projet BigQuery, au GeoWiz Tool, et vous allez pouvoir tout tester. Donc, si on a un point, comme la tour Eiffel, on peut continuer et dire, je vais vouloir mettre aussi un point sur l'Arc de Triomphe. Et voilà. Très bien. Voilà. Donc, je vais laisser call à l'Arc de Triomphe pour valider si les points sont corrects. Voilà. Je peux avoir aussi les coordonnées de l'Arc de Triomphe. Ce qu'on peut également faire, si on veut afficher les 2 points, on va faire tout simplement l'union de ces 2 requêtes. Je vais afficher 2.1, c'est la tour Eiffel. L'autre, c'est l'Arc de Triomphe. Si ce qu'on peut aussi faire, c'est dire maintenant je veux réunir les 2 points et faire une ligne entre la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Donc, je vais vous montrer ça. Je prends toute la requête. Je vais vous montrer donc maintenant les 2 points et une ligne qui réunit les 2 points. Donc, pour faire une ligne, on utilise la fonction stMakeLine et l'entrée de cette fonction, c'est une liste de points. Donc, le premier point que j'ai mis ici sont les coordonnées, lequel 86, c'est la tour Eiffel. Et le deuxième point que j'ai mis dans ma ligne, c'est l'Arc de Triomphe. Donc, j'ai ces éléments-là, ils sont 2 points, la première partie de ma requête, et la dernière partie de ma requête, c'est une ligne entre ces 2 points. Donc, ça, c'est la partie plus facile, c'est voir des points, visualiser des formes sur la carte. Ça permet de comprendre et de visualiser les données géographiques. Petite question, Razvan, c'est Pascal. Oui. Donc, je suis pas un client, mais bon, c'est pas grave, je me permets quand même de te poser la question. Tu as utilisé plusieurs fois le même alias pour les points. Tu pourrais les réutiliser ailleurs pour ne pas avoir à retaper Les labels Oui, les labels, pardon, les labels. Les labels, je les ai mis juste pour moi pour savoir à quoi ils correspondent les points. C'est en données, c'est juste une étiquette. Sur la partie GeoWiz, cette étiquette, elle est juste affichée, elle n'est pas exploitée en soi par l'outil. Mais c'est juste pour montrer que je ne manipule pas que les données géographiques, je peux manipuler d'autres données, donc peu importe ce que je rajoute, je pourrais avoir l'auteur de chaque monument ou je ne sais pas, d'autres données, la date de construction. Ces données-là ne sont pas interprétées sur la partie visualisation, mais ils peuvent être affichés, ils sont présents dans mon dataset. D'accord, c'est le fait d'utiliser les labels et géog qui fait que l'outil comprend ces... Le label, c'est juste en texte. L'outil ne le comprend pas, il l'affiche. C'est la partie géographique, ça. Cette partie-là de chaque, les geopoints et le makeline, c'est ces données-là qu'il le comprend et qui peut les afficher sur la carte. Le reste, c'est des données qu'on va utiliser par ailleurs. Je vais vous montrer d'autres exemples. Ils peuvent avoir d'autres significations,
Mais ici, c'est juste un label pour mieux comprendre chaque coordonnée. Ce que c'est plus facile pour nous. La machine n'a pas besoin de ces données-là. Ok. Donc, dans la même... donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, si on a 3 points, on peut évidemment faire un polygone. Donc, je vais rajouter les coordonnées du Grand Palais et faire un polygone avec 3 points. Donc, pour faire un polygone, j'utilise dans ce cas une fonction de lecture des coordonnées géographiques à partir d'un texte, au lieu d'utiliser une série de points. Et le texte que j'utilise, c'est la fonction line_string, c'est un texte en format géographique, well-known text with geographical data. Je vais vous montrer après pourquoi cette fonction est utile. Mais je peux utiliser cette fonction pour lire, voilà, ici j'ai une ligne qui correspond à entre 3 points, donc c'est un polygone, et je fais un polygone dans BigQuery qui sera interprété après sur la partie Maps, et je peux voir ce résultat. Donc cette partie-là, elle est utile pour visualiser, mais la partie visualisation peut ne pas convenir. Donc ce que vous pouvez faire facilement, c'est partir dans la partie Style et choisir l'opacité, par exemple, de la forme et avec quelle couleur je veux le remplir. Attendez, je vais essayer. Et donc là, je peux changer le triangle que j'ai défini, le polygone, je peux le changer les couleurs, je peux le faire semi-transparent. Ça peut aider à mieux comprendre ces formes-là et à mieux visualiser sur une carte ces données. Donc, soit on utilise la carte, soit les données géographiques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autres choses? D'autres fonctions qui sont intéressantes, par exemple, c'est de afficher ou de calculer le centre d'une forme géométrique. Donc, si je prends ce triangle-là, je peux utiliser la fonction centroid. Je vais vous la montrer dans la partie query. Cette fonction centroid qui prend un paramètre, exactement le polygone qui est plus haut, permet de calculer quel est le point qui est situé au centre de cette forme. Donc, peu importe quelle est la forme de mon polygone, il va trouver quel est le centre de cette forme géométrique et je peux l'utiliser pour peut-être calculer faire des calculs, quelle est la distance entre deux polygones qui n'ont pas une forme régulière. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut tester ça, je vais envoyer aussi cet exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la partie basique, comment utiliser les fonctions de base de géographie et les afficher sur une carte avec cet outil BigQuery GeoWiz Tool. Donc, on a vu la base. Donc, les résultats seront très facilement visualisables. C'est très facile de commencer par cet outil pour comprendre comment on passe de l'univers BigQuery à l'univers Maps. Pourquoi tout ça? Ça, c'était juste une petite introduction. C'est parce que, en général, on ne commence pas par ce que j'ai fait ici, trouver les coordonnées d'un point sur Maps et commencer à travailler comme ça. Non, souvent, on a déjà des données qui existent ailleurs et on va les importer dans BigQuery, on va les manipuler et on va vouloir les afficher sur Maps. Donc, une façon très simple de se créer ces données géographiques si vous ne l'avez pas déjà dans une base de données, c'est utiliser MyMaps.
je vais vous montrer l'outil. Donc, l'avantage de MyMaps par rapport à l'outil Maps que tout le monde utilise, c'est que je peux créer des cartes, des annotations sur des cartes qui seront disponibles que pour moi ou que je peux les partager. Donc ça, j'ai déjà fait avant parce que ça prend un peu de temps de mettre les points. Mais ce que j'ai créé deux layers, deux sets d'informations géographiques. Le premier, j'ai mis des points d'intérêt. Donc j'ai mis la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le bureau Google, le Louvre et d'autres points. Donc ça, c'est des points géographiques que je peux les trouver. Donc si on rajoute quelque chose, qu'est-ce qu'on peut mettre? Sacré-Cœur. On va mettre ici. Si je veux le rajouter, je fais Add to Map. Et le point, il est maintenant dans ma liste des points d'intérêt sur cette layer-là. Donc, j'ai fait exactement ces manipulations pour ajouter ces points d'intérêt dans Paris. L'autre layer intéressant, j'ai défini avec cet outil-là où je peux dessiner directement sur la carte des polygones qui correspondent à peu près à des parcs à Paris. Je n'ai pas pris tous les parcs, j'ai pris quelques-uns. Donc, le jardin de Louvre, les Champs de Mars, Bois de Boulogne, jardin de plantes, le parc Montsouris et le bois de Vincennes. C'est ce que j'ai mis ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire, c'est récupérer ces données-là, les mettre dans BigQuery pour faire des calculs. Donc ça, c'est juste un exemple. Le plus simple pour faire ça, c'est de télécharger ces données en format KML ou KMZ. C'est des formats de type XML. Le KMZ, il est compressé pour représenter la donnée géo. C'est des formats très standards. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent les comprendre. Donc, je peux exporter soit tout, la carte avec les deux layers, les deux niveaux, les points d'intérêt et les parcs, ou un seul. Donc, je vais exporter tout en format KMZ par défaut parce que le format KMZ, il est compressé, il est plus petit. Maintenant, afin de pouvoir importer ce fichier KMZ dans BigQuery, il faut le transformer en format CSV, en format tabulaire CSV, parce qu'il n'y a pas d'importation directe native de format KMZ dans BigQuery. Mais cette transformation, elle est très simple. Moi, j'ai utilisé un outil open source, Jedal, c'est une bibliothèque très complète qui peut lire des données en format géographique dans beaucoup de formats et l'écrire dans plein d'autres formats. Donc, c'est pas très important de retenir maintenant la syntaxe, mais même dans cet outil, j'ai utilisé du SQL pour dire je vais prendre les données géographiques qui étaient dans le layer qui s'appelle parc et je vais le mettre dans un fichier parc CSV. Je vais prendre les données géographiques des points d'intérêt de layer point d'intérêt et je vais le mettre dans de layer point d'intérêt et je vais le mettre dans un fichier point d'intérêt.csv. Donc j'ai déjà fait tourner ça, je peux vous montrer les résultats, parce que c'est pas très intéressant de comment faire tourner cette ligne de commande. Donc dans n'importe quelle machine Linux, vous pouvez faire une machine virtuelle dans Google Cloud, vous lancez cet outil et il va convertir. Donc là, sur les parcs, j'ai des polygones avec beaucoup de points et les labels. Sur les points d'intérêt, j'ai les coordonnées de ces points et le label associé. Donc, tout ce que j'ai fait avec cet outil de conversion, c'est la transformation des données que j'ai définies dans MyMaps sur Maps. Je l'ai transformé en format CSV pour les utiliser facilement dans BigQuery. Donc, ces fichiers, ils peuvent être importés dans BigQuery. Je vais vous
montrer comment. Pour faire ça, il faut aller sur la console BigQuery. Donc, vous allez sur l'adresse. Je vais mettre ça si les gens veulent l'utiliser sur la console BigQuery. Hop. Je le mets sur le chat. Sur la console BigQuery. Quand vous l'ouvrez, vous serez dans votre projet. Et ce que vous pouvez faire, c'est dans le dataset de votre projet. Pour moi, c'est ce dataset-là. J'ai créé un dataset démo, mais on peut créer un autre juste pour vous montrer. Donc, je peux créer un dataset pour faire le test. Test 2. Je veux que mes données restent en arabe, donc je vais sélectionner ça. Je crée le dataset et après, dans le dataset GeoTest 2, je peux créer des tables. Le plus simple, c'est de créer une table à partir du fichier CSV. Donc, je vais sélectionner les fichiers points d'intérêt, par exemple. Il a vu qu'il est CSV, il faut juste donner point d'intérêt, le nom d'une table, détecter le schéma, et c'est tout. Donc, le fichier, il sera importé. Maintenant, j'aurai la table point d'intérêt disponible dans BigQuery. Et si je clique sur Preview, je trouve la même chose que j'avais dans mon fichier CSV. Donc, cette manipulation, c'est juste du traitement de données, mais ça permet d'importer ce qu'on a fait sur MyMaps, cette partie-là, de l'emporter dans deux tables dans BigQuery. Donc, moi, j'ai déjà fait les deux imports. J'ai une table avec les points d'intérêt et j'ai une table avec les parcs. Ici, c'est les polygones avec lesquels moi, j'ai défini quelques parcs à Paris. Donc, pour utiliser ces données-là, le plus simple pour faire un test, c'est d'utiliser la fonction st geography from GeoJSON, c'est parce qu'on utilise le format géographique JSON, et je vais transformer ce qui est défini en mode texte dans la colonne dans des points que BigQuery peut savoir que sont des coordonnées géographiques. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, si je mets cette query ici, je vais avoir une collection de points, parce que j'ai utilisé la table points d'intérêt, une collection de points et les labels, les noms. Maintenant, c'est très facile de passer de cette interface SQL et BigQuery avec le bouton Explore Data. Je peux sélectionner Explore avec l'outil GeoVisualisation qu'on a utilisé précédemment. Donc, si je clique là-dessus, il va savoir quel était le projet BigQuery que j'ai utilisé, quelle était la requête, et si je fais tourner cette requête-là, il va montrer des petits points rouges, mais ils sont trop petits, donc je vais changer le style. Hop. Je vais faire... C'est bon. C'est bon, on va tester un peu gros. Ça, c'est les points d'intérêt que j'ai définis sur la carte, très facilement identifiables. Donc, c'est comme ça qu'on peut passer facilement de l'interface BigQuery quand on visualise des données géographiques. Cette option-là, exploration avec l'outil géovisualisation, on peut cliquer là-dessus et on voit nos données d'une façon plus facile à comprendre que le format tabulaire standard. Autre chose maintenant qu'on peut faire, vu qu'on a les données dans BigQuery, on peut se poser la question, mais vu que j'ai des points d'intérêt et des parcs, est-ce que j'ai des points d'intérêt qui sont dans des parcs? Et quels sont les points d'intérêt dans des parcs? Quels sont des points d'intérêt qui ne sont pas dans les parcs?
Donc, pour lire tout ça, je vais prendre la requête et je vais vous l'expliquer ici. Donc, ce que je vais faire, je lis tous les points d'intérêt et je fais un join avec tous les parcs et j'utilise la fonction est-ce que le point existe dans le parc. Donc, si je fais tourner cette requête, donc je fais exprès d'utiliser cette fonction-là de join, mais avec une fonction géographique, stContains, qui va comparer si le parc contient le point d'intérêt. Donc, sur la liste de mes points d'intérêt, j'ai trouvé qu'il y a 3 points d'intérêt qui existent dans le parc. Et pour valider, évidemment, le plus simple, c'est d'aller dans la partie visualisation et afficher ça pour valider. Donc là, j'ai mes points d'intérêt. Et sur la partie data, si j'affiche maintenant les parcs, je peux voir que j'ai des points d'intérêt qui sont dans les parcs. Et ça, je peux comparer avec les données initiales que j'avais sur MyMaps. C'est ces points-là qui sont compris dans les parcs. Donc la tour Eiffel sur le champ de Mars. Ici, j'ai mis le chalet de la Porte Jaune dans le bois de Vincennes. Donc ça, c'est les seuls points qui sont compris dans les parcs. Donc, ce qui est très intéressant avec BigQuery, c'est qu'on peut manipuler ces données géographiques et utiliser les notions géographiques qui ont du sens, comme la distance entre les points. Si des formes géographiques s'intersectent, on peut trouver les intersections sans avoir à faire des calculs mathématiques complexes. Parce que tout ça, on sait faire sur une carte, on peut le faire facilement sur quelques formes géométriques, mais le faire à l'échelle, c'est plus compliqué et BigQuery cache la complexité des calculs sur une carte, sur une sphère, la cache derrière ces fonctions, ça suffit de connaître les points et je peux créer toutes les formes géographiques et calculer des intersections, des distances, je peux faire tous les calculs que j'ai besoin et utiliser les autres parties de mes données pour avoir des statistiques complémentaires. Donc ici, j'ai le nom du point d'intérêt, j'ai le nom du parc. Ces données-là peuvent être toutes les données que vous avez dans vos bases de données. Donc ça, c'est pour l'exploration. Maintenant, vu qu'on est tous à la maison, on est tous à la maison à cause de ce virus, le Covid-19. Une autre façon d'explorer les datas géographiques rapidement, sans encore télécharger vos données sur le cloud, c'est d'utiliser les datasets publics pour avoir un peu des datasets plus fournis et les manipuler. Donc, un dataset public existe sur BigQuery et il contient les datas du Covid-19. Je vais vous le montrer comment le retrouver. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais vous le... Donc, si vous ouvrez ce lien, vous arrivez sur la marketplace Google Cloud. Et ici, parmi plein de solutions qu'on a, on a aussi des datasets publics. Celui-ci, c'est sur Covid-19. Donc, bon, c'est toutes les choses que vous connaissez déjà. Mais je vais vous montrer comment l'exploiter facilement. Donc, ici, c'est la description. D'où vient ce data, qu'est-ce qu'elle contient, quelle est la licence, si on peut l'utiliser. Donc, l'avantage de ces datasets publics, c'est que les datas sont hébergées par un autre projet. Vous ne payez pas pour l'hébergement de la data. Sur BigQuery, le seul coût que vous allez avoir, c'est le coût de query, donc quelques cents la query.
Donc, comment tester ce dataset? Donc, si vous faites View Dataset, vous allez retourner dans BigQuery et il va vous montrer. Je suis peut-être pas connecté à la plateforme. Hop, il va vous montrer le dataset. Ouais, je vais vous le montrer directement ici. Donc ça, AZ Big Data, c'est mes datasets à moi. Je vais vous montrer dans BigQuery Public Data. Covid-21. Donc il y a plusieurs datasets sur cela. J'ai utilisé celui-ci qui est localisé en Europe. Donc ici, on a plusieurs tables avec les cas confirmés. Je vais vous montrer ce que contient une table. Voilà. Ce qui est plus simple, donc les cas confirmés, on a des données où ces cas y sont. Dans une colonne, on a une information géographique, location géome, et on a aussi la longitude, longitude et les datas, le nombre de cas confirmés par jour. Donc, je veux faire une query pour... Donc, si vous voulez voir sans payer ce qui est dans les tables, le plus simple, c'est d'utiliser l'onglet Preview. Ce type de requête qui vous montre les données n'est pas facturé. Donc là, on peut voir que la province Bermuda, les îles Bermuda qui appartient au Royaume-Uni, le nombre de cas par jour, a priori, ils n'ont pas de cas. Ah ben si, ils ont des cas, 30, 40 cas, un peu plus, ils sont arrivés à 110. Donc ça, on peut regarder facilement ce qu'il y a dans un dataset. Donc, où on fait une requête. Donc là, je vais pas lancer un cœur, mais cette requête, si on utilise étoile, on peut savoir, on a ce message en vert, on peut savoir combien de data cette requête va lire. Donc c'est ce qui est lié avec le coût en BigQuery. Si on va scanner beaucoup de data, c'est ce qui coûte le plus. Bon, ici on a quelques mégas, mais si on a des dizaines de pétabytes, c'est là où on aura le coût. Et d'habitude, on ne fait pas de select étoile parce qu'on n'a pas besoin de tous ces data. Il faut sélectionner les bonnes colonnes. Comme ça, je suppose que la latitude dans le test, si je sélectionne que la colonne latitude dans la même table, je vais payer que pour avoir cherché 900 kg de data parmi les 18 mégas qui sont dans toute la table. Donc, une façon de contenir les coûts, c'est d'utiliser les informations qui nous intéressent. Mais ici, c'est une petite table, donc je peux faire la requête comme ça. Donc, sur cette table summary, j'ai par jour des provinces dans des régions avec toutes les statistiques. Voilà. Donc, ça, c'est la façon la plus simple d'explorer les datasets si vous voulez faire des visualisations vous-même sur le Covid-19. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant à faire. C'est suivre les bicyclettes à Londres ou à New York. On a des datasets pour Londres. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Le dataset Londres. Donc ça, c'est un dataset public qui a été publié par la mairie de Londres. Donc c'est l'équivalent du Vlib à Londres. Et si on regarde ce dataset, hop. Donc, on a ici l'explication de ce qu'on va trouver dedans. La connexion Internet un peu lente maintenant. Donc, vous avez ici une explication. Qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez l'emplacement de toutes les stations vélo et aussi toutes les données de location de vélo, mais bien sûr sans connaître les noms et les personnes qui ont loué. C'est juste vous connaissez
quels sont les trajets qui ont été faits entre quelle station et quelle station de vélo à quelle date. Et vous pouvez faire des statistiques. Il y a des dashboards qui sont déjà fournis. Si vous ne voulez pas construire vous-même, il est déjà construit sur ce dataset que vous pouvez vérifier pour regarder le nombre de courses à vélo et par exemple le nombre de minutes qu'on a fait par jour, voir est-ce qu'on a des courses plutôt longues, plutôt courtes, comment ils sont répartis les courses de vélo à Londres. Par jour de semaine, il semblerait que le jeudi, c'est le jour où ils utilisent le plus ce vélo, d'après les statistiques. Et aussi, on peut faire tous les calculs qu'on veut, par exemple, trouver le nombre de locations de vélo par jour de la semaine ou la durée moyenne de location. On a les queries qui sont déjà faites. Donc, ce dataset public à Londres, donc on a plein d'autres. Donc là, c'est les bicyclettes à Londres, mais on a des datasets sur les pompiers, sur les crimes, la police à Londres. Donc si on regarde la table station, on peut savoir qu'on a des identifiants techniques. Bon, c'est peut-être des numéros, on ne les connaît pas. Savoir si la station, elle est en fonction ou pas, si elle était déjà installée. On connaît la latitude et longitude, le nombre de docks qui ont été prévus et le nombre de bicyclettes qui ont été installées dans la station. Donc, pour valider qu'on comprend bien ce qui se passe dans cette table, donc je peux dire, je veux lire la latitude, la longitude, latitude et faire un point. Et je vais ramener aussi l'ID, le nom, peut-être ça va parler, et le nombre pour voir à peu près la taille des stations de vélo à Londres. Je vais ramener ces informations, le nombre de docks et le nombre de vélos. Donc si je fais tourner cette query-là, donc je peux voir des points, je ne sais pas où ils sont, c'est des coordonnées, c'est un peu compliqué à lire, mais le nom de la station me donne une idée où à Londres cette station existe, combien de vélos ils ont été mis et quelle est la taille de la station. Mais vu que j'ai plus de 700 stations, c'est compliqué de valider ça. Le plus simple, une visualisation sur une carte peut me permettre rapidement de voir est-ce que je suis en train de regarder des données à Londres. A priori, oui. J'ai les petits points rouges là qui sont les stations de vélo. Ce que je peux faire également, c'est dire je vais changer le style et je vais dire je vais essayer de me rappeler qu'est-ce qui marche le mieux, de faire la taille des points en fonction de la capacité de station de vélo. Donc, il me semble qu'il y avait juste 64 les capacités, et je vais essayer ici 640. Est-ce que je vais faire plus grand pour voir sur la carte? Hop. Hop. J'espère ne pas faire les points trop gros. Le champ, c'est le nombre de bicyclettes. Non, le nombre de docks. Ça, c'est peut-être trop gros. Ouais. C'est beaucoup trop gros le point. On va faire. Donc là, si je fais ces points, ça me permet déjà de voir est-ce que j'ai des points plus gros, c'est des stations importantes. Donc évidemment, les stations très importantes à Londres sont autour de stations de train et des points d'interconnexion, pour ceux qui connaissent Londres. Mais je peux voir où j'ai la station, est-ce qu'elle est grande par rapport au nombre des docks ou par rapport au nombre de bicyclettes. Normalement, c'est les grandes stations qui ont le plus de bicyclettes installées. Voilà. Donc ça, c'est une façon très simple de démarrer sur la partie géo, explorer des data sources publiques. Donc on a sur la partie Londres,
sur les bicyclettes. On a d'autres datasets intéressants que vous pouvez voir. Donc, si vous prenez les datasets Londres, vous pouvez calculer et afficher sur la carte quels sont les trajets. Évidemment, vous n'aurez pas quelles sont les rues qui ont été prises, mais vous savez le point de départ et le point de stationnement du vélo. Donc, vous pouvez calculer quels sont les trajets. Vous pouvez faire des calculs. Quels sont les trajets le matin, quels sont les trajets le soir. Vous pouvez faire tous ces types de calculs. Analyser quelle est la capacité comment la capacité des stations fluctue, où est-ce qu'il y a besoin de plus de vélos ou de moins de vélos. Vous pouvez afficher ça avec des couleurs différentes pour mieux visualiser sur une carte. Vous pouvez évidemment regarder comment il est le trafic le matin, le soir. Donc évidemment, tout le monde vient de l'extérieur vers le centre de Londres et le soir, il part. C'est les points rouges, il part du centre de Londres vers l'extérieur. Donc on peut valider ça avec les courses de vélo. On peut trouver avec les fonctions de distance géographique par rapport à un point, ça peut être le domicile ou un point d'intérêt, quelles sont les stations de vélo les plus proches. On peut faire tous les calculs qu'on souhaite avec les fonctions géographiques. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle, cette partie? Du coup, Razan, comment est-ce que tu as indiqué, j'ai pas vu en fait les couleurs des points de départ, d'arrivée, c'était ça dans les courses de... Donc ça, j'ai pas fait les queries, j'ai juste montré comment ça peut être affiché, c'est ici. Mais il faut afficher, donc on joue dans l'outil, je vais revenir ici, on joue dans la partie géovisualisation. On joue ici sur les différents colonnes avec les datas et on change pour chaque colonne quel est le style qu'on veut appliquer. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir plusieurs visualisations sur la même carte. Cet outil GeoWiz, c'est quelque chose de très facile à utiliser parce que vous n'avez rien à faire, c'est à paramétrer. Mais si vous voulez utiliser les API Google Maps, là, vous pouvez construire n'importe quelle visualisation que vous voulez. Vous pouvez même faire le travail inverse. Vous commencez par BigQuery, vous traitez vos datas, vous les exportez et après vous les affichez dans une carte sur Maps. De cette manière-là, sans utiliser l'outil GeoWiz, il faut juste convertir les datas et vous pouvez les avoir dans ce type de format. J'avais une question. Oui. Martine Clavé à la DGFIP. C'était sur la première partie. J'en déduis que si je fais la jonction avec la conférence 1 sur le traitement de l'image que l'on a eue la semaine dernière, on serait capable, à partir d'une image et avec des modèles d'intelligence artificielle, de détecter des objets, d'y associer des polygones, et ensuite, avec cet outil, de pouvoir en déduire par rapport aux polygones des caractéristiques de type consistance, de type surface, et de pouvoir les manipuler par la suite dans le cadre de BigQuery. Oui, donc oui, si on regarde par rapport à la dernière fois, donc si on détecte, je ne sais plus, les parcs avec des photos aériennes, on peut exporter ces données-là, donc on va revenir dans des données plutôt tabulaires, j'ai des coordonnées et des choses que le modèle de machine learning m'a dit, c'est un parc. Dans BigQuery, je peux les analyser pour trouver des surfaces, trouver ce qui est intéressant et les exploiter, après les afficher sur une carte. On peut relier les deux. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plus la suite. Donc, après que le modèle de machine learning trouve les objets qui nous intéressent, on peut les analyser ici. Donc, après, la partie machine learning, c'est ce qu'on a vu, ça peut être les données géospatiales, donc sur des photos, détecter des choses, mais ça peut être d'autres modèles de machine learning qu'on déploie ailleurs sur des... Si on peut déployer sur des
caméra qui regarde le trafic, peut-être on a des données géographiques, le point où est la caméra et le nombre de voitures qui ont été détectées dans la dernière 5 minutes ou la dernière heure, et avoir des données sur la circulation à Paris ou n'importe. D'accord. On peut relier les deux. Ok, d'accord. Ok, très intéressant. Si vous voulez... oui. Comment tu ferais pour un phénomène qui évolue dans le temps? C'est-à-dire qu'on est passé vite sur la partie Covid où il y avait des exemples d'évolution du nombre de cas en fonction des jours. Tu le représenterais comment? Toujours avec GeoVis, mais peut-être avec une carte qui se modifie dans le... Donc dans GeoVis, vous n'avez pas un bouton qui fait une animation, si c'est ça, un play. Mais ce qu'on peut faire, un exemple, ce que je vais vous montrer, c'est le dataset sur les vents aux États-Unis, les hurricanes. Et ce qui est intéressant ici, c'est une tempête. Donc, je vais vous montrer la data. Donc, je vais cliquer directement sur donc sur cette hurricane. Attends, je vais retrouver. Où est-ce que c'est? Noah, tsunami, non. On peut trouver des tutoriels en ligne. Je vais mettre aussi le lien ici. Hop, je vais copier le lien sur le chat pour ceux qui veulent regarder maintenant. Donc ici, c'est un tutoriel comment regarder les datas sur la tempête Maria de 2017 qui se trouve dans la base de données sur toutes les tempêtes aux États-Unis. Donc, ils sont dans cette table-là, la table des tempêtes aux États-Unis, où on a des identifiants, on a tous les données atmosphériques, la vitesse, la pression, la vitesse du vent en fonction de l'altitude. Il y a beaucoup de données. Bon, il faut être dans le domaine pour bien comprendre toutes ces données-là. Mais on a un guide qui permet d'appréhender ce dataset. Par exemple, si je prends ces points-là, je vais sélectionner les données de la tempête Maria de 2017 et je vais les afficher. Donc, si j'y vais ici, je prends la query qui est donnée dans le guide, j'obtiens ces points et je vais faire une exploration GeoWiz. Je vais voir ces points sur la carte. Mais vu que ce phénomène météorologique, il évolue dans le temps, donc si j'affiche les points, donc ici c'est des petits points qui bougent, qui sont comme ça, si je les affiche sans la dimension temps, c'est un peu plus compliqué de comprendre comment ce phénomène il a évolué. Donc, pour comprendre sans avoir la dimension de temps sur la carte, donc, je vais vous montrer. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur la partie style. Ici, on a les points. Et sur la partie style, je vais changer le style pour faire quelque chose lié à la donnée. Donc, la couleur que je vais utiliser sera en fonction, donc sera de manière linéaire, et ça serait par rapport à la donnée USA sur le vent. Et je vais mettre je pense, 0 à 150 miles. Je vais essayer de mettre des couleurs. Quand c'est pas très fort, on va mettre du bleu. Et quand c'est très fort, on va mettre du rouge.
Donc là, c'est un peu difficile encore de voir. Il y a des points qui sont rouges, des points qui sont bleus. Pour me se rendre compte de l'intensité de la tempête, je vais changer la taille de ces points. La taille de la point, c'est circular radius. Je vais dire c'est aussi une donnée linéaire par rapport au rayon de la tempête. Donc, je vais prendre ça. Je ne sais plus quelles sont les tailles de tempête. Je vais essayer de... Hop, je vais suivre le guide. Je vais mettre... On va voir si c'est trop grand ou trop petit. Je peux voir sur une carte comment la tempête a évolué, où est-ce que les vents étaient le plus intenses. Donc c'est la partie rouge. Donc c'est probablement, si on zoome, on peut trouver quelles sont les îles ici. Si on ne voit pas bien, on peut changer l'opacité à 0,3. Voilà. Donc c'est une tempête qui est passée au-dessus de la Guadeloupe à peu près, la Dominique, la Martinique. C'est ici qu'elle était le plus intense. Et après, vers Puerto Rico, elle est devenue moins intense. Si on clique sur chaque point, on peut savoir quelle était la dimension de la tempête en fonction de la vitesse de vent, quelle était la pression atmosphérique, donc, et quelle était la vitesse du vent ici, 135, je crois que c'est miles per hour sur le dataset. Donc on peut explorer cette partie-là et visualiser comment la tempête elle est venue vers les États-Unis et après, avec le Gulf Stream, elle est partie vers l'Europe. Donc probablement, elle a fini en France en ramenant un peu de pluie. Donc ça, c'est une façon de voir les données temporaires. C'est par changement. Si on affiche un seul point qui a évolué, on peut le faire afficher là et changer la couleur par rapport au temps ou par rapport à d'autres caractéristiques. Donc, vous avez des guides complets sur donc, ce que j'ai montré ici. Je vais le remettre à l'écran. Donc, j'ai suivi le guide sur la tempête Maria, qui a toutes les étapes, point à point, comment paramétrer, comment regarder les datas, arriver à visualiser la tempête. Donc, vous avez ce type de guide sur plusieurs types de datasets. Les tempêtes sont quelque chose qui évolue dans le temps. On peut regarder les bicyclettes. On peut aussi, sur les bicyclettes à New York, je vais prendre ce lien pour vous montrer. Là aussi, c'est un guide complet sur la partie géo, comment utiliser ça. Donc, les bicyclettes, c'est pareil, ça ressemble un peu à Londres. On a des stations, on a des gens qui prennent les bicyclettes et qui se baladent entre les stations. Et on fait des analyses sur le trafic des bicyclettes à New York. Donc, vous pouvez suivre ces guides pour avoir un premier aperçu des fonctions géographiques. Et après, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur vos datas, soit des datas que vous créez un peu à la main dans MyMaps, soit des datas que vous pouvez uploader dans BigQuery, vous les traitez, vous les visualisez, vous exportez les résultats du traitement géographique dans des formats CSV et vous les exploitez aussi sur des outils que vous avez peut-être déjà sur vos postes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc j'ai mis dans la référence toute la documentation, les liens vers la documentation des bases, des datasets publics sur lesquels vous pouvez faire des tests, toutes les fonctions géographiques que vous pouvez utiliser et comment utiliser ces données géographiques sur l'outil GeoWiz ou les importer sur Google Earth Engine et les voir sur une visualisation de toute la Terre.
Donc ça, c'est pour la démo. On peut continuer et si vous voulez voir quelque chose de particulier, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Ou si vous avez un cas d'usage en particulier dans la tête, on peut en discuter comment il pourrait être implémenté aussi sur BigQuery. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.